Bienvenue à tous. Le débat est donc ouvert. Hier, vous vous rappelez, comme si il y a quelques secondes, nous avions abordé les différentes initiatives qui ont cours au Bénin depuis quelques semaines, et comme si on l'avait su, comme si on avait comme si l'exercice d'hier avait un caractère prémonitoire. Eh bien, ce jour, mardi 2 octobre, c'est bien la journée internationale de la non-violence. Et pour nous inscrire dans cette dynamique, eh bien, nous allons faire l'exercice et l'appliquer, bien évidemment, à la politique et apprécier l'importance de la non-violence en politique. Mais avant, il sera demandé justement aux invités d'apprécier l'opportunité d'une telle célébration au sens général, au Bénin et dans le reste du monde. Eh bien, les deux qui feront l'exercice ce matin en nom, Laurent Delors-Faton, qu'on ne présente plus, il est communicateur de formation, il est moniteur à l'Instic. Face à lui, il aura un consultant indépendant, il est président du Front populaire béninois, Olympio Charles Seboka. Bonjour, monsieur Seboka. Bonjour, cher ami journaliste. Oui, et puisque je disais qu'il est bien inutile de vous présenter encore Laurent Delors-Faton, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en dernière position. Bonjour, monsieur Faton. Bonjour, monsieur Loris d'abord. Alors, au menu, la journée internationale de la non-violence. Puis après, nous allons l'ouvrir, comme je l'ai dit, à la politique au Bénin et ailleurs. Laurent Delors-Faton, quelle est l'opportunité de la célébration de la non-violence? Vous savez, la violence est d'essence humaine. L'homme, naturellement, a des potentialités vers la violence. La violence n'est pas extérieure à l'homme, elle est en l'homme. Et la société a pour mission, l'une des missions fondamentales de la société, c'est d'adoucir la violence chez l'homme. C'est d'amener l'homme à faire taire cette violence qui est en lui pour sortir tout le caractère de paix, tout le caractère de sociabilité qui est en lui. Parce que si l'homme n'adoucit pas sa violence, il ne pourra pas vivre en société. Et c'est pour ça que la société a cette mission primordiale de permettre aux hommes de faire taire la violence en eux-mêmes pour devenir des humains sociaux, des humains sociaux. Et que la société ne peut pas exister si chaque homme devrait s'exprimer tel qu'il est. Parce que l'homme est un animal. Comme il l'entend. Un animal social. Ça veut dire que cette mission est sociale. Mais ce n'est pas une garantie. Et vous allez voir que de par l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de la violence. Les hommes ont toujours essayé la violence. Et à des moments donnés, on parle de la jungle, que le monde devient de plus en plus une jungle, parce que dans la jungle, c'est la violence qui a le droit de citer. Mais la société humaine ne peut pas exister si l'on ne fait pas abstraction de la violence. Alors, quand on parle de la non-violence, c'est un processus qui a connu, je dirais, une histoire récente, on dira. Parce que quand on remonte dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des grands hommes qui ont marqué la non-violence. Ah oui. On peut parler, en l'occurrence, de Martin Luther King, on parlera de Mahatma Gandhi, on parlera de Dalai Lama, on parlera de Nelson Mandela et autres. Mère Teresa et autres. Mère Teresa. Il y a des gens, des humains, des êtres humains qui, à des moments donnés, ont décidé de faire la promotion de la non-violence parce qu'ils ont constaté. Parce que c'est des gens qui sont expérimentés. Constaté que toutes les fois qu'on a fait usage de la violence, on n'est pas parvenu à des résultats positifs. Et parce qu'il y a une doctrine ou bien une philosophie qui pense qu'on peut aboutir à la paix par la violence. C'est pour ça que nous disons que la guerre est une forme, est l'autre expression de la politique. Parce que les gens se disent que par la violence, on peut réussir à instaurer la paix. Mais d'autres ont dit non. Pour avoir la paix, il faut semer la paix. Parce que c'est une philosophie qui sème le vent, récolte la tempête. Si vous semez la violence, vous allez récolter inévitablement la violence. Mais quand vous semez la paix, vous allez récolter la paix de surplus. Et que ceux-là ont développé... On va revenir tout à l'heure sur les éléments constitutifs. Qui est une philosophie quand même qui fait cours dans le monde entier. Et la célébrer, c'est opportun. Parce qu'il n'est jamais trop tard de nous parler encore de la paix et de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas vivre heureux sur la terre. Olympio Charles Seboka, suffit-il de consacrer un jour à la non-violence? Enfin, monsieur le journaliste, oui, suffit-il de consacrer un jour à la non-violence? La réponse à la question, elle est d'abord non.
mais il urge et important que l'on retienne une journée pour commémorer la non-violence, parce que, vous savez, comme l'a dit M. Faton, c'est une généralité, il l'a fait, et puis c'est très important. L'homme de nature est violent, et l'homme étant tout le temps dans la dynamique de tout avoir pour lui et de maîtriser son environnement, tend toujours vers la violence. Alors, comme les paix de la non-violence, il les a mentionnés, et qui sont des célébrités aujourd'hui pour la vie entière, et on su que l'homme, à un moment donné, pour qu'il y ait de la paix autour de lui, doit privilégier la non-violence pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait de la stabilité dans l'environnement. Raison pour laquelle on a su penser qu'il faut retenir une journée pour la paix et la non-violence pour permettre à l'humanité de se stabiliser, de se pérenniser. Laurent Delors-Faton, apprécions maintenant les éléments. Vous aviez commencé à le faire quelque peu, les éléments constitutifs de la non-violence. Vous savez, le plus grand élément de la non-violence, c'est l'expression de la liberté. Si l'homme est libre et qu'on est... Parce qu'il faut que le cadre institutionnel soit défini. Les lois fondamentales soient définies. Et que quand les lois sont consensuelles, élaborées dans un climat de consensus, que chacun soit libre de respecter ces lois. Et qu'on ne mette pas d'entrave à l'expression de la liberté humaine. Vous faites bien de le dire. La liberté comme élément essentiel d'expression de la non-violence. Parce que c'est quand l'homme n'est pas libre qu'il cherche les voies et moyens pour devenir libre. Et pour être libre... Mais l'expression de cette même liberté peut enfreindre à la non-violence. C'est pour ça que j'ai dit au préalable qu'il faut qu'il y ait un cadre juridique ou bien institutionnel en place. Quand le cadre est défini dans un consensus, parce qu'un consensus c'est quoi? C'est que chacun apporte sa contribution pour dire, moi je pense qu'on peut faire ci et ça. Et qu'ils se sont entendus. Il y a au moins un minimum sur lequel tout le monde est d'accord. Quand ce minimum est réglementé par une loi, il faut laisser les gens alors s'exprimer dans ce cadre défini. Et quand le cadre est défini et que les gens respectent ce cadre, il n'y a aucun problème. Mais vous devez savoir que tout aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de la liberté, tout ce dont on parle aujourd'hui, les droits des peuples, c'est parce qu'on a voulu que les hommes, les humains se sentent beaucoup plus à l'aise dans la société pour aller et venir s'exprimer. Parce que la liberté, c'est d'aller et venir. C'est de penser ce qu'on veut et de l'exprimer dans le cadre défini. Et si le cadre est défini dans le consensus, cette liberté, il ne faut plus qu'on y apporte des entraves. Et vous allez voir que les sociétés humaines, depuis des générations, ont beaucoup plus donné de liberté à l'homme. Parce qu'on a constaté que plus l'homme se sent contraint, plus il cherche d'autres voies, d'autres moyens pour s'exprimer. Et c'est en voulant s'exprimer par ces moyens que la violence naît. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la violence devient de moins en moins présente dans les pays occidentaux que dans les pays africains. Parce que dans ces pays, la promotion de la démocratie, des valeurs humaines, des droits de l'homme est devenue un leitmotiv. On y accorde beaucoup d'importance. Vous allez voir que dans nos pays, où de jour en jour, au lieu de créer beaucoup plus d'espace de liberté, on cherche à les restreindre, les gens cherchent les moyens par lesquels il faut s'exprimer. Parce que l'homme, par essence, est expression, est parole. Et quand vous empêchez l'homme de parler, d'aller, de s'exprimer, d'apporter sa contribution au débat, c'est qu'il cherche d'autres voies pour acquérir cette liberté. C'est dans la quête de cette liberté qui fait qu'il y a violence, qui fait qu'on parle de non-violence et autres. Parce que en Afrique du Sud, qu'est-ce que Mandela a cherché à faire? À ce qu'on puisse permettre à un peuple de s'exprimer, de jouir de ses droits et d'accomplir ses devoirs. C'est-à-dire que si vous permettez aux humains de mieux s'exprimer, vous allez voir que la non-violence sera garantie. Le premier fondement, c'est d'abord la liberté. Mais après la liberté, il y a la jouissance des droits de l'homme. Quand il y a des droits de l'homme, est-ce que les hommes ont l'espace qu'il faut pour se nourrir? Est-ce qu'ils ont à se nourrir? Est-ce que vous créez les conditions pour qu'ils puissent se vêtir? Les droits fondamentaux, les besoins fondamentaux de l'homme, si vous ne garantissez pas ces besoins, je serai libre bien sûr, mais si je suis libre que je n'arrive pas à manger, je vais chercher des voies et moyens pour manger. Et pour manger, le plus souvent, je peux être
porté à faire ce qui n'est pas autorisé, à faire des violences. Parce que supposons que moi, je suis libre, mais à côté de moi, vous avez tout à manger et je n'ai rien à manger. J'aurai tendance à trouver les moyens qu'il faut pour vous arracher la petite part que vous avez pour moi-même me nourrir. C'est-à-dire qu'en dehors de la liberté, il faut quand même que les conditions pour que les hommes puissent jouer, s'épanouir et assumer les besoins fondamentaux. Parce que les gens parlent de 5 besoins fondamentaux. Aujourd'hui, le débat a évolué. Ce n'est plus seulement se nourrir, se vêtir, se loger. C'est plus, il y a d'autres besoins qui sont entrés dans la dynamique. D'autres exigences. Mais chez nous, vous allez constater que même les 5 besoins fondamentaux ne sont pas encore assurés. Et c'est là où le grand problème se pose. Olympio Charles Saboka, voilà, Laurent Delofaton vient d'évoquer quelques éléments. En avez-vous à compléter ou... Non, vous savez, monsieur Faton a presque tout dit. L'homme... Il a résumé la violence à la liberté. À la liberté. Et c'est vrai. La situation des besoins fondamentaux. Justement, ça. Et il a réussi aussi à transposer le débat ou l'analyse dans le contexte africain où, quand nous vivons de façon permanente les zones de tension chez nous, mais c'est parce que réellement le cadre de l'expression de la liberté est restreint et que les gens cherchant à avoir cette possibilité d'exprimer leurs sentiments, d'avoir leur part d'opinion par rapport à comment la cité est gérée, comment la cité est la cité tourne. Et il cherche des voies et moyens qui peut-être au départ ne faisaient pas partie des principes que lui il a appelé des fondamentaux, les cadres, les lois qui régissent l'environnement. Donc, ils tendent vers la violence. Donc, et pour pouvoir restreindre cette tendance vers la violence, il est donc question que l'on instaure cette journée de non-violence pour que nous ayons de la paix dans chaque région du monde. Monsieur Saboka, avant d'en venir dans le chapitre politique, avant d'ouvrir le thème au chapitre politique, comment, selon vous, peut-on renforcer cette culture de la non-violence? Alors, pour répondre à cette question, je dirais plutôt que oui, et partant d'abord de ce retenu de journée pour célébrer la paix, c'est-à-dire la non-violence, il faudra aussi tout le temps enseigner ou instaurer, par éducation, au niveau de nos centres de formation, au niveau de tous les centres d'éducation, la culture de la non-violence à la jeune génération, pour leur permettre d'acquérir déjà les valeurs de la paix, les valeurs de c'est-à-dire de la vie en communauté, tout ça en concordance avec tout ce qui se passe dans l'environnement où ils sont, pour que dans les jours à venir, le respect des principes sociétaux. le respect des principes de l'environnement, c'est un peu ça. Laurent Delofaton. Je suis d'accord pour l'éducation, mais on doit aller au-delà de l'éducation. Parce que il y a la philosophie qui est derrière, qu'il faut d'abord comprendre. Parce que nous avons tendance à nous arrêter en si bon chemin. C'est comme si nous ne connaissons même pas quelle est la philosophie. Parce que qu'est-ce qui a amené les gens dans la société à instaurer bien ces grands leaders, à instaurer la non-violence? Il serait préférable qu'à nos dirigeants et à tous ceux qui aspirent à la politique, à la jeunesse, tous ceux qui aspirent à gouverner d'une manière ou d'une autre, ou bien tous ceux qui ont un certain leadership, qu'on leur enseigne en dehors de tout ce qu'on dit de la non-violence, qu'on enseigne aux gens la philosophie de la non-violence. Parce qu'il y a toute une philosophie qui est derrière. Et tant que les gens n'ont pas compris, parce que c'est comme si on parle tous les jours, on fait des incantations par rapport au principe. Mais il semble que les gens n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi c'est nécessaire d'instaurer la non-violence, ou bien d'instaurer plus de liberté au peuple, d'accorder plus de liberté aux humains, afin que la société porte mieux. C'est comme si les gens se disent, plus les hommes sont libres, mieux ils sont des problèmes, plus les gens sont libres, mieux ils empêchent de se développer. Et c'est un contraste que beaucoup de leaders africains, ils ont tout tendance à le dire. Ils disent, parce qu'on a contre la liberté, il n'y aura jamais de développement en Afrique. C'est une utopie, c'est une grave dérive à la pensée humaine. Et il faut qu'on arrive même à éduquer, à enseigner aux gens. Ils n'hésitent pas à faire allusion à certaines vieilles dictatures. C'est une connerie qu'ils disent, parce que quand ils le disent souvent, moi je rigole, ils disent, mais ils ne connaissent pas la philosophie qui est derrière le développement.
Les pays dont il parle pour dire que ces pays n'ont pas été des pays de liberté, et c'est pour ça que ces pays sont développés, c'est une méconnaissance de l'histoire de ces peuples. Les peuples dont il parle n'ont pas empêché leur population d'avoir la liberté, mais ils ont fermé leur pays. Ils ont fermé le pays à l'extérieur. Mais ces leaders ont restreint sensiblement la Non, liberté. ils se sont enfermés pour donner de liberté à l'intérieur de leur peuple. Et toutes les dictatures dont ils parlent, ce sont des dictatures acceptées et non imposées. Parce que, pas toujours. Je dis que toutes les dictatures qui ont permis le développement ont été des dictatures acceptées et non imposées. Quand vous prenez la Chine n'a fait que s'enfermer au monde occidental et à l'intérieur, créer les conditions pour que le peuple librement travaille et conduise vers le développement. Ce n'est pas parce que la Chine s'est enfermée qu'il faut confondre ce repli tactique sur elle-même avec la dictature qu'on veut nous imposer dans les pays africains. L'Occident dont on parle, à un moment donné, l'Occident s'est enfermé à tous les courants de philosophie du monde entier et est resté à l'intérieur pour créer sa philosophie. Et son peuple s'est épanoui à l'intérieur avant qu'il n'aille à l'extérieur. Aujourd'hui, la Chine s'ouvre au monde. Mais quand la Chine s'ouvre au monde, les gens pensent que c'est parce que la Chine est dictatoriale. Non. La Chine n'a pas voulu que l'impérialisme s'impose à elle et elle s'est enfermée. Et son peuple a été libre à l'intérieur pour accepter le développement. Vous savez, quand nos dirigeants, bien, je dirais, les apprentis sorciers en politique, veulent non pas d'inspiration, non pas de grande philosophie, ils inventent des histoires pour nous endormir. Donc, en parlant de la dictature du développement, ils n'inventent pas tout. Je dis, ils inventent des histoires pour nous endormir. Les ouvrages sont là, l'histoire de la Chine, de Mao, ils ne l'ont pas inventé. Je dis, l'histoire de la Chine de Mao, il faudra que les gens l'interprètent et l'analysent au fond. C'est pas parce que on nous dit des choses qu'il faut juste aller. Moi, j'ai lu beaucoup de dossiers sur la Chine. J'ai fait comprendre que la Chine s'est enfermée, mais à l'intérieur, il y avait une liberté que le peuple a acceptée. Parce que même la dictature dont vous nous parlez là. C'est votre lecture. Oui, elle a été acceptée à l'intérieur par le peuple chinois. C'est votre lecture. Si elle n'était pas acceptée, il y aurait une révolte populaire. Vous comprenez? Les révoltes populaires auraient amené les dirigeants chinois à changer de cap. Tous les endroits où il y a eu de la dictature et que l'intérieur, il n'y a pas de liberté d'expression, vous avez vu qu'il y a eu une révolte. Au Bénin, nous avons eu l'expérience. On ne peut pas remonter la cour, la roue. On ne fera pas l'histoire de la Chine. Entre 1995 et 1990, les gens font de la dictature à l'intérieur, ça a explosé. Si la Chine n'a pas explosé, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait liberté. Mais de l'extérieur, on a le regard du monde occidental. C'est avec le monde, on veut lire l'histoire des peuples. La Chine a enregistré aussi plusieurs tentatives étouffées. Il y a eu des cas. On ne va pas faire, c'est l'histoire de la Chine. Laurent Delors-Faton, Charles Olympio-Saboka, dites-moi, quels sont selon vous les éléments qui permettent de distinguer l'expression de la non-violence en politique? Les éléments qui permettent de distinguer l'expression de la non-violence en politique. Bon, puisqu'on s'était permis de l'ouvrir à la politique. Oui, vous savez, en politique, quand, il le disait tantôt, M. Fanton, quand ce n'est pas permis à tous les acteurs de dire ou d'exprimer leur opinion par rapport à telle ou telle autre décision de la cité, on va à la violence. Là, vous évoquez un cas de violence. Oui, on va à la violence. Alors, où c'est un lobby qui décide de monopoliser la gestion de toute la cité et que cela, dans un temps qui dépasse, par exemple, le temps, c'est-à-dire le temps prévu, dans un là, et ça tourne également à la violence. Oui, donc vous voyez. Puisqu'on ne veut pas faire l'apologie de la violence, on va plutôt évoquer les modes d'expression de la non-violence en politique. Alors, oui, les modes d'expression de la non-violence. De la non-violence, de la négation de la violence en politique. Non, enfin, c'est tout le temps, permettre à tout le monde de s'exprimer. Ça, on avait dit que la première, le premier principe d'abord que c'était la liberté.
La liberté que tous les citoyens, que tous les acteurs devraient avoir pour pouvoir... Mais cette liberté qui respecte les lois, qui respecte les textes, qui respecte les principes. Mais qui parle de l'expression de la liberté, d'abord, c'est très bien que ce soit des principes fondamentaux ou certaines conventions de la société qui réglementent cette liberté. Donc, une fois déjà que l'expression de la liberté est chose constatée, eh bien, la non-violence est chose promue dans la cité. Laurent Delors-Faton, comment arrivez-vous à distinguer la non-violence en politique? Le premier paramètre, c'est l'application de manière impartiale et juste des lois. C'est d'abord ça. Il faut que les lois soient appliquées de manière juste et impartiale et sans concession par rapport au camp, mais par rapport aux personnes. C'est d'abord le fondamental, ça. Il faut que les textes qui ont été votés de manière consensuelle dans une république soient respectés. Et que n'importe qui, qu'il soit le fils de X ou de Y, l'ami de X ou de Y, quand il tombe sous le coup de la loi, que la loi lui soit appliquée. C'est le premier fondement. Quelles que soient les couleurs politiques. Quelles que soient les couleurs politiques, c'est ça le premier, quelles que soient les affinités, les accointances. Parce que quand, de mon côté, je vois que l'autre est tombé sur le coup de la loi et qu'on lui a appliqué la loi, moi-même, je ne ferai rien pour rentrer sous le coup de la loi. Ça me permet de m'exprimer librement, mais en respectant les lois qu'on a prescrites. Mais si je sens que d'aucuns ont le plaisir, peuvent avoir la faveur d'aller à l'encontre des lois et que rien n'est fait, qu'on ne les sanctionne pas, et que moi me sanctionne, c'est déjà une entorse à la non-violence. Parce que la violence, c'est d'abord ça, le fondement de ça. Maintenant, l'autre aspect de la violence, c'est que la liberté soit une liberté qui permette aux gens d'entreprendre et de se nourrir comme ils l'entendent et comme ils peuvent le faire. Parce que vous savez, la non-violence est prioritairement économique. Parce qu'on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand les hommes mangent et qu'ils peuvent aller vaquer librement à leurs occupations économiques, c'est une grande expression de la non-violence. Parce que si je peux me nourrir, aller faire mes activités économiques et revenir, ça veut dire que je suis dégagé dans la tête. Et quand un homme occupé par un travail, il est moins enclin à la violence. Parce que l'homme qui est oisif, qui n'a pas de boulot, et qui est là, qui a faim, ne vous leurrez pas, il aura tendance à aller vers la violence. C'est que l'autre paramètre, c'est qu'on arrive à donner une certaine indépendance économique. C'est un potentiel rebelle. Économique aux individus. Dans un pays où vous voyez que tout le monde va qu'à son occupation, va et vient, et a le minimum qu'il faut pour se nourrir, il y a la non-violence peut être garantie. Est-ce qu'ils vous souviennent, Mandela, son plus grand combat, c'était qu'on puisse permettre au peuple sud-africain, noir sud-africain, d'avoir l'accès aux activités économiques du pays. C'est-à-dire que c'est un paramètre fondamental. L'autre paramètre, vous avez a été clair, hein? C'est la liberté, l'expression, la parole. Vous allez voir, dans les pays où la non-violence accourt, c'est qu'il y a plus d'expression. Parce que le combat que Martin Luther King et autres ont eu à faire, c'est qu'on leur permette de s'exprimer. Et quand ils ont commencé par s'exprimer, vous allez voir que la violence, ça a commencé par s'estomper. Et que si vous empêchez les gens de s'exprimer, c'est le plus grand même, en dehors des autres que j'ai évoqués. Parce que quand vous avez mangé et que vous pouvez aller venir, on a envie de parler. On a envie de dire ce qu'on pense. Parce que j'ai mangé, je suis à l'aise, je dis, mais mon vis-à-vis, ce qu'il fait n'est pas bon. Je sais que je peux le lui dire. Et si je lui dis, dans les thèmes, avec la manière, il ne peut que le répondre avec la manière. Mais quand on m'empêche de l'exprimer, je vais trouver d'autres moyens pour l'exprimer. Et puis, si celui qu'on empêche de s'exprimer est quelqu'un qui a les moyens, la violence devient encore plus grande et plus dangereuse. Parce que s'il a les moyens, il est capable de chercher d'autres formes d'expression plus grandes et plus fortes pour vous montrer qu'il peut s'exprimer. Alors, il n'est pas normal. Il peut contourner les canaux officiels. Il a tous les moyens qu'il faut pour s'exprimer. Et dans un pays, quand vous vous attaquez à des gens qui ont les moyens économiques et que vous empêchez de s'exprimer, vous créez plus d'espace d'expression de la violence.
Et c'est malheureusement dans nos pays africains. Parce que vous allez voir qu'on attaque prioritairement que ceux qui ont le pouvoir économique. Et eux qu'on attaque dans nos pays africains, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Bénin. Hein. La RDC la dernière fois, mais un peu partout sur le continent, ce n'est que ceux qu'on assiste. Et dans ce cas, on crée plus d'espace à la violence qu'il n'en faut. Parce que ceux-là qui ont les moyens, ils sont à même d'instrumentaliser les autres petits ou bien pauvres qui étaient aussi dans une situation inconfortable, cherchaient par quel moyen s'exprimer. Les autres qui ont les moyens, ils mettent les moyens à disposition de ceux-là. Et ça dégénère toujours. Et que, en dehors du fait qu'il faut créer des espaces, il faut aussi permettre aux gens de s'exprimer. Quand ils vont s'exprimer, c'est le meilleur moyen d'assurance de la non-violence. Et vous allez voir, Mandela, dont on célèbre aujourd'hui, je sais pas, la grandeur, au départ, il était violent. Il a commencé par la violence, à un moment donné. Mais c'est parce qu'il sait ça s'agit. Il a compris que cette voie ne peut que dégénérer plus tard et créer plus tard la violence, que malgré ce que faisait l'oppresseur en face de lui, il y a opposé la non-violence. L'oppresseur a dit que l'oppresseur a fini par comprendre que cette expression de la violence qu'il est en train de faire sur l'opprimé n'a pas donné le résultat escompté. Il a fini par dire mieux vaut que je recule pour aller à la table de la négociation et de la paix. Et que si ces paramètres sont garantis, la non-violence est assurée. Mais chez nous, on peut se poser la question. Est-ce que l'oppresseur a même compris que l'opprimé ne reculera jamais malgré ce qu'il fera? Parce que l'opprimé a deux alternatives. Soit il adopte la position de ces grands leaders dont j'ai parlé, qui sont Mandela et autres, ou il adopte la position des autres que nous connaissons, ceux qui sont violents. Et l'exemple le plus palpable, c'est l'exemple du pays de l'à côté, Boko Haram. C'est une expression, je dirais même extrême, de la violence. De la violence, exactement. Donc l'on ne fait pas la guerre. La dernière fois, la déclaration du président Soglo était claire. Il a rappelé que les Samuel Doe, les Charles Taylor, sont nés de l'exclusion, de la privation des libertés, et qu'il était en ce moment chef de l'État, qu'il n'aurait pas voulu que le Bénin vive une pareille situation, parce que les gènes qui amènent à la violence sont en train d'être créés. Et moi, je ne comprends pas ce qui se passe le plus souvent chez nous, où on ne peut pas comprendre que c'est plus de liberté, c'est plus de potentialité concrète pour un développement plus assuré et plus durable. Plus de liberté contrôlée. Il est toujours clair qu'il faut toujours le cadre juridique doit être consensuel. Ce n'est pas un cadre juridique de force. Un cadre juridique consensuel. Je retiens de l'analyse de Laure Faton que le terreau, je dirais le socle, le pilier essentiel de la non-violence, c'est la négation de la frustration. Justement. Monsieur Olympio, oui, justement. Oui, justement. Parce que la frustration, la frustration comme le définissent les psychologues cliniciens, c'est bien dès lors que le comportement motivé rencontre un obstacle, eh bien il naît une frustration. Une frustration qui devra donner naissance à la violence et pour embraser la société. Donc il a eu à le dire quand il ramène le débat dans un contexte africain, beaucoup plus africain, puisque c'est en Afrique souvent que nous avons des zones de tension où la violence est chose permanente. Et c'est réellement parce que souvent les dirigeants qui sont aux affaires ne permettent souvent pas à leurs concitoyens de s'exprimer, de dire leur point de vue par rapport à comment l'environnement est contrôlé. Et du coup, ces frustrations dont vous venez de parler prennent place et les autres acteurs décident de chercher d'autres moyens pour s'exprimer. Et là, la violence prend jour. Donc, pour réellement tout faire pour qu'il n'y ait pas de la violence, pour faire de la promotion à la non-violence, il faut que sur des bases consensuelles, il a dit, des cadres juridiques beaucoup plus appropriés se taillent et que les gens permettent à leurs semblables d'exprimer leur point de vue, leur potentialité par rapport à tout processus de développement dans l'environnement où ils vivent. Quand on prend le cas du landerneau politique béninois, comment instaurer la communication participative, le développement de
compréhension, la tolérance et la solidarité. Et bon, dans le contexte actuel du Bénin, il faut dire que c'est dommage aussi, puisque ces choses constatées que l'on ne permet pas, comme on le constate, à tout le monde d'exprimer ou de dire son point de vue, d'apporter sa capacité au développement de la nation. Et là, vous allez constater depuis un certain temps qu'il y a de la frustration dans le pays et beaucoup de personnes se demandent... Parce que le constat qu'on fait, en l'absence d'idéologie forte, on constate quand même deux partis essentiels, la mouvance et l'opposition. Justement. Et à chaque régime, il semble avoir une partie plus forte qu'une autre. Oui, et souvent on se dit, c'est ceux qui sont aux affaires, c'est-à-dire la mouvance, qui a les moyens et qui ne permet pas à ceux qu'on peut taxer d'opposants ou détracteurs de la mouvance qui eux autres désirent faire comprendre que de la manière dont la cité est gérée, de la manière dont la société est gouvernée n'est pas la bonne et qu'il faudrait instaurer ou aller à ces normes pour permettre à chacun et à tous de mieux se sentir chez lui. Et c'est-à-dire, ne permettant pas cela à tout le reste, comme on les appellerait les opposants, donc de la frustration s'installe et on va à la violence. Et si vous permettez, j'allais dire que l'on aille plus vite dans le débat, vous allez constater que depuis un certain temps au Bénin, la jeunesse du Bénin a commencé par vouloir chercher d'autres moyens pour s'exprimer parce que l'on se dit que voilà, ça ne va pas, et puisque ça ne va pas, il faut trouver des moyens pour le dire, pour demander à ceux d'en face ou à ceux qui sont à la commande que vraiment nous ne voulons pas aller, en tout cas, nous ne voulons pas aller au pire, et il faut que vous nous permettiez, nous aussi, de vous dire que si de telle part vous faisiez telle autre chose, que ce serait mieux pour chacun et pour tous. Alors, dans cette dynamique-là, on est en train d'aller progressivement vers quelque chose que on va appeler violence. Alors, pour qu'on n'en arrive pas à ces extrêmes, il faut que, et comme le disait M. Faton vis-à-vis tout à l'heure, il faut que les dirigeants comprennent qu'il faut permettre à tout le monde d'apporter son savoir, ses potentialités, sa contribution pour que l'on se sente tous heureux dans le pays. Alors, pour finir, Laurent Delors-Faton, on va faire court cette fois-ci, à ce siècle de démocratie progressiste, comment inculquer la non-violence en politique et aux politiques? Je pense qu'au Bénin, nous avons connu l'ancien chef de l'État, Mathieu Kérékou, par du temps de la Révolution. Quand il est revenu au temps de la démocratie, il avait une expression extraordinaire, dont j'aurais voulu que les dirigeants actuels s'en inspirent. Au lieu d'aller chercher ailleurs d'autres modèles dont on a parlé tantôt, il disait, tant que tout ce que vous écrivez sur moi, disait la presse, vous permet de vous nourrir, continuez. Et il laissait tous les opposants s'exprimer comme ils voulaient. On me dit en ce moment, devenu opposant, s'exprimer comme il voulait. Soglo avait l'espace, tout l'espace du ministre qu'il faut pour s'exprimer sous les deux mandats de Kérékou. Je pense que ce modèle, même s'il n'a pas créé le développement qu'on aurait voulu, il a permis au pays de vivre dans une certaine quiétude. Et Kérékou a été, parmi les 3 chefs d'État passés, celui qui a été plus facilement réélu, alors qu'il avait laissé plus d'espace de liberté aux gens. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas s'inspirer seulement de ce modèle pour dire, quand les gens étaient beaucoup plus libres, son élection a causé plus de problèmes, sa réélection du moins a causé plus de problèmes que ceux qui ont voulu forcer et ont voulu tout embrigader pour se faire réélire. J'aurais voulu que nos dirigeants actuels aillent un peu à l'école de Kérékou, mais lisent un peu aussi le parcours de Gandhi, de Mandela, de Mahatma Gandhi et autres, pour comprendre qu'ils ne gagnent rien à vouloir être des chefs d'État ou bien des politiciens gendarmes. C'est eux-mêmes qui vont en partie, parce que quand ils vont semer la terreur va les analyser plus tard.
Merci Laurent Delors-Faton. On finit maintenant avec vous, Monsieur Olympio Charles Saboka. Oui, comme l'a dit M. Laurent, c'est vrai, et il faut que les dirigeants actuels prennent des repères, des modèles pour savoir que... Des références. Des références, pour savoir que, bon, quand on désire tout embrigader, tout contrôler, que ça finit toujours par s'exploser et que là, on va à la violence. Donc, qu'ils vont savoir que l'on a l'obligation morale de donner de l'espace, d'accorder de l'espace au reste pour que chacun de sa position puisse participer au développement du pays. Et sur ce, les dirigeants actuels doivent savoir que quand ça murmure, quand ça murmure beaucoup dans le pays, que c'est parce que l'espace qu'on devrait accorder, surtout à la jeunesse, de s'exprimer, d'apporter sa qualité, sa potentialité au processus de développement, n'est pas encore permis, n'est pas encore accordé. Ce pourquoi aujourd'hui nous assistons à beaucoup de faits, en tout cas à beaucoup d'initiatives dans le pays qui ont tendance à aller un peu vers la violence. Donc, très bien. Voilà. Oui, c'est donc tout, même si Laurent Delors-Faton piaffe d'impatience de placer encore deux mots. Juste un petit mot. Oui, je voudrais dire aussi à ceux qui sont en face du pouvoir en place de savoir qu'eux aussi doivent faire preuve de non-violence face à ce qui se passe. Idem pour la classe opposante. Ce qu'il dit, l'opposant aussi doit aussi faire preuve de non-violence Voilà. dans leur stratégie de conquête ou bien de reconquête du pouvoir. N'est-ce pas? Merci pour ce complément. C'était le débat Faire croiser. Au menu, la journée internationale de la non-violence, l'importance de la non-violence en politique, bien évidemment. Je rappelle que cette célébration a été instituée en 2007 par les Nations Unies et c'est bien le jour anniversaire de celui que vous venez de citer, Laurent Delors-Faton, Mahatma Gandhi, oui, figure principale, emblématique de la non-violence dans le monde.